Au fond, une organisation, ça ne vit pas en vase clos. Alors comment est-ce qu'elle gère ses relations avec? Eh bien, avec tous ceux qui, de près ou de loin, ont un intérêt dans ces activités. C'est la grande question qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors, pour y voir plus clair, voilà notre parcours. On va d'abord définir qui sont ces fameux acteurs, ensuite on va plonger dans les conflits d'intérêts, voir les théories qui nous aident à les comprendre, et puis, bien sûr, on terminera avec les solutions modernes pour essayer de mettre tout le monde d'accord. Allez, c'est parti pour la première section. On va commencer par le début. Qui sont tous ces gens, tous ces groupes qui gravitent autour d'une organisation? Et pour commencer, il faut absolument parler de ce concept clé d'Edward Freeman, la partie prenante, ou stakeholder en anglais. L'idée, c'est que ça va bien au-delà du simple actionnaire. Non, une partie prenante, c'est vraiment toute personne ou tout groupe qui peut influencer l'entreprise ou être influencé par elle. Et cette définition, elle a complètement changé la donne. Et là, ce tableau, il est parfait pour comprendre le cœur du problème. C'est la tension permanente. On a les actionnaires qui veulent leur argent, et vite. Juste à côté, les salariés qui, logiquement, veulent un meilleur salaire et de bonnes conditions. Et puis, les clients, eux, cherchent le meilleur produit au meilleur prix. Bref, on le voit bien, chacun tire la couverture à soi. Du coup, la question qui se pose, c'est, avec tous ces intérêts qui partent dans tous les sens, comment on fait? Qui est prioritaire? Qui est-ce que l'entreprise doit écouter en premier? Alors, pour nous aider à y voir plus clair, on a le modèle de Clarkson. Lui, il propose une sorte de hiérarchie. Il dit qu'il y a d'un côté les parties prenantes primaires. Ce sont celles avec qui l'entreprise a un contrat, celles qui sont vitales pour sa survie, les salariés, les clients, les actionnaires. Et de l'autre, il y a les parties prenantes secondaires. Elles n'ont pas de lien direct, mais elles peuvent quand même avoir une grosse influence. On parle là des médias, des ONG, de l'opinion publique. Et cette idée de hiérarchie, ça nous amène tout droit au conflit le plus classique, le plus fondamental de l'entreprise moderne. Pour comprendre ce conflit, il faut remonter un peu dans le temps. Au début du XXe siècle, les entreprises grossissent, le capital se dilue et on voit apparaître des managers professionnels. Et là, en 1932, deux chercheurs, Burl et Mintz, mettent le doigt sur quelque chose de crucial. Il y a une vraie séparation entre ceux qui possèdent l'entreprise, les actionnaires, et ceux qui la contrôlent au quotidien, les managers. Le gros risque, bien sûr, c'est que ça nuise à la performance vue par les actionnaires. Voilà, le nœud du problème, il est là. C'est quand les intérêts du manager, qu'on va appeler l'agent, ne sont plus les mêmes que les intérêts du propriétaire, le principal. C'est vraiment ça le défi central de ce qu'on appelle la gouvernance d'entreprise. Et justement, pour décortiquer ce conflit, il y a un outil théorique super puissant qui a été développé, c'est la théorie de l'agence. Ce sont Jensen et Meckling qui ont vraiment posé les bases en 1976. Ils définissent cette relation d'agence comme un contrat. Un contrat où le principal, donc l'actionnaire, engage une autre personne, l'agent, le dirigeant, pour qu'il agisse en son nom en lui déléguant une partie du pouvoir de décision. Mais alors, où est la faille? Eh bien, elle est dans ce qu'on appelle l'asymétrie d'information. C'est simple. Le manager, l'agent, il est sur le terrain, il en saura toujours plus sur l'entreprise et sur ce qu'il fait vraiment que l'actionnaire. Et c'est ça qui ouvre la porte au risque d'opportunisme, c'est-à-dire le risque que le dirigeant fasse passer ses propres intérêts avant ceux de l'actionnaire. Et bien sûr, cette relation, elle a un coût. On parle des coûts d'agence. Il y en a 3 types. D'abord, les coûts de surveillance. C'est tout ce que l'actionnaire dépense pour surveiller le dirigeant. Ensuite, les coûts d'obligation. C'est ce que le dirigeant, lui, va dépenser pour rassurer l'actionnaire. Et enfin, il y a la perte résiduelle. C'est l'écart qui subsiste toujours, quoi qu'on fasse, entre ce que le manager fait et ce que l'actionnaire aurait voulu. Bon, alors comment on fait pour réduire cet écart? Il y a plusieurs outils. Le plus évident, c'est le conseil d'administration, qui a le pouvoir de révoquer le manager. Mais il y a aussi des mécanismes d'incitation. Le plus connu, c'est la rémunération à la performance avec les fameuses stock options. L'idée, c'est de lier une partie du salaire du dirigeant à la valeur de l'action. Comme ça, son intérêt devient le même que celui de l'actionnaire. Et tous ces défis, ça nous amène à deux grandes visions, deux philosophies de la gouvernance d'entreprise qui s'opposent. Et voilà ces deux modèles face à face. D'un côté, la gouvernance actionnariale. Là, c'est simple, la priorité absolue, c'est l'intérêt des actionnaires. Le but, c'est de maximiser leur valeur. Et de l'autre côté, la gouvernance partenariale. Là, la vision est beaucoup plus large. On cherche à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes pour assurer la pérennité de l'entreprise sur le long terme. Ce grand débat a peu à peu fait émerger une vision plus moderne, un consensus plus large sur la place de l'entreprise dans la société. La réponse aujourd'hui, c'est la performance durable. L'idée, c'est que la performance d'une entreprise, ça ne se mesure plus uniquement à l'aune de ses profits. Non, c'est devenu bien plus que ça. C'est aussi une performance sociale et environnementale. Et pour résumer cette idée, on utilise souvent la formule des 3 P. People, Planet, Profit. En français, les personnes, la planète, le profit. C'est ce qu'on appelle le triple bilan. La vraie performance, ce serait donc l'équilibre parfait entre ces 3 dimensions. Et ce concept a un nom officiel, la RSE, pour responsabilité sociétale des entreprises.
Concrètement, c'est quand une entreprise décide, de son plein gré, d'intégrer les préoccupations sociales et environnementales dans ses activités. C'est l'idée d'assumer son impact sur la société, au-delà de la simple recherche de profit. Attention, par contre, toutes les démarches RSE ne sont pas les mêmes, loin de là. On peut avoir un engagement qui n'est que de la communication, du marketing de surface, c'est le fameux greenwashing ou éco-blanchiment. Et puis à l'autre bout du spectre, on trouve des approches vraiment intégrées, où la durabilité est au cœur même de la stratégie de l'entreprise. Donc, si on résume l'évolution, elle est très claire. On est parti d'une vision très centrée sur les propriétaires pour arriver à une conception où l'entreprise a une responsabilité beaucoup plus large, une responsabilité envers la société tout entière. Et tout ça, ça nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir. Cette performance durable, cet équilibre entre les personnes, la planète et le profit, est-ce que c'est un compromis réaliste ou est-ce que c'est un idéal un peu naïf, impossible à atteindre? Est-ce qu'au final, il n'y aura pas toujours un de ces trois piliers qui sera sacrifié? La question reste entière.